Au cœur d'une forêt profonde et silencieuse, une jeune fille sans abri est tombée sur quelque chose d'extraordinaire, un coffre enterré. À l'intérieur de ce coffre se trouvait un millionnaire, respirant encore à peine. À partir de ce moment, elle n'a pas seulement sauvé une vie. Elle a involontairement déclenché une chasse à l'homme qui allait durer des années. C'était la fin du printemps à Harrison, en Arkansas. La forêt s'éveillait encore, les feuilles n'avaient pas encore complètement repoussé. L'air était froid et sec, et une faible lumière crépusculaire filtrait à travers les grands arbres nus. Leurs branches fines et squelettiques s'étiraient, telles des côtes pointant vers le ciel. En dessous, le sol était doux et humide, enchevêtré de racines couvertes de mousse, un endroit où peu de gens avaient l'occasion de s'aventurer. Emily Gress, à peine âgée de 12 ans, traînait derrière elle un vieux caddie rouillé. Ses cheveux étaient emmêlés, ses manches déchirées, et sous une feuille de plastique en lambeaux à l'intérieur de ce chariot se trouvait tout ce qu'elle possédait, une bouteille d'eau en plastique réutilisée, un morceau de dénime enroulé autour d'outils de récupération, un imperméable effiloché qu'elle utilisait comme couverture et un ours en peluche borgne, le dernier vestige de l'orphelinat où elle avait autrefois vécu. À côté de ceux-ci, il y avait des canettes de bière écrasées, des appareils électroniques cassés et des fils de cuivre. Chaque jour était une quête incessante pour survivre. Elle luttait quotidiennement contre la faim, le froid et le poids écrasant de l'invisibilité. Ce jour-là, elle tira rapidement la charrette, impatiente de regagner sa tente de fortune après une longue et vaine recherche. Son butin était pitoyable, quelques morceaux de métal rouillé et un bocal en verre à moitié brisé, mais dans un endroit comme celui-ci, chaque débris était précieux. Le vent commença à tourner, murmurant les premiers signes de l'hiver à travers ses vêtements déchirés. Un frisson la fit frissonner, puis quelque chose la fit s'arrêter. C'était comme si le sol lui-même avait bougé sous ses pieds. Accroupie, ses yeux se plissèrent de suspicion. Collant son oreille contre la terre humide, elle perçut un léger coup sourd métallique, pas du gravier, ni le vent. Bien que personne n'ait jamais appris à Emily à se fier à son instinct, elle le fit. À main nue, elle commença à creuser. Couche après couche, terre meuble, racines emmêlées et mousse épaisse se détachèrent sous son effort frénétique. Ses ongles craquèrent, mêlant sang et terre. Puis, enfin, elle découvrit du bois, un panneau, une charnière rouillée et une grille d'aération en aluminium. Elle l'ouvrit. Une chaleur épaisse et humide s'en échappa, lourde et suffocante. L'odeur était âcre, moisissure, pourriture et désespoir se mêlaient à une odeur qui imprégnait tout. Emily recula, mais se figea à mi-chemin. Son visage se vida de ses couleurs, ses yeux s'écarquillèrent, s'ensillés, fixés sur ce qui se trouvait à l'intérieur. Elle ne bougea pas, non pas par peur, mais par quelque chose de plus profond, de bien pire, la terreur. Sa gorge se serra et son cœur battait à tout rompre, désespéré de s'échapper de sa poitrine. Le souffle était bloqué dans ses poumons, aucun cri ne s'échappait, aucun vol possible. Petite et tremblante, Emily se tenait coincée entre l'odeur de la mort et un spectacle qui révélait tout ce qu'elle pensait savoir. À l'intérieur du coffre se trouvait un homme. Ses yeux étaient à moitié ouverts, regardant fixement devant lui. Ses poignets étaient liés avec du nylon de qualité industrielle. Il portait un costume gris clair froissé, le col taché de sang séché. Ses lèvres étaient craquelées, sa peau cireuse et pâle, mais il respirait toujours. Instinctivement, Emily recula, l'odeur lui brûlant les yeux. Pourtant, son regard, celui d'Henry, la maintenait immobile. Ce n'était pas le regard de quelqu'un en train de mourir. C'était le regard d'un homme qui avait autrefois vécu pleinement et qui s'était vu violemment voler cette vie. De l'eau, murmura-t-il, à peine audible, comme le vent glissant à travers les feuilles sèches. Emily sortit une bouteille en plastique sale de son chariot et la porta à ses lèvres. Il but lentement, désespérément, comme s'il goûtait de l'eau pour la première fois depuis des jours. Sa main tremblante effleura son poignet et, pour la première fois, son regard révéla quelque chose, de l'émotion. « Je ne sais pas qui tu es, dit doucement Emily, d'une voix à peine plus forte que la brise. Mais si tu es encore en vie, je ne te laisse pas mourir ici. » Doucement, elle le tira hors de la poitrine et le posa sur l'imperméable usé. Même si la lumière du soleil filtrant à travers les branches était faible, quelque chose brûlait violemment à l'intérieur d'elles deux. Un enfant sans abri venait de sauver la vie de l'homme le plus puissant que cette ville ait jamais connu, même si aucun des deux ne s'en rendait compte. Personne ne savait qu'Emily n'avait pas seulement sauvé une vie, à l'orée de la forêt, agenouillée sur une terre couverte de mousse. Elle avait sans le savoir touché la bouée de sauvetage volée de son propre passé. Ce moment a marqué le début d'un voyage écrit dans le sang,
les larmes et la vérité, un voyage qui allait un jour amener toute l'Amérique à s'arrêter et à écouter. Émilie n'avait aucune idée que le simple fait d'offrir de l'eau, de soutenir le regard d'un inconnu, de murmurer une seule phrase non seulement maintiendrait cet homme en vie, mais déclencherait des événements bien au-delà de son imagination la plus folle. Elle ne savait pas combien de temps elle restait assise à côté de lui. Elle savait seulement que sa respiration ralentissait à chaque minute, mais ne s'arrêtait jamais. Elle n'a pas demandé pourquoi il avait été enterré sous terre ni s'il valait la peine d'être sauvé. Dans le monde des abandonnés, la seule chose qui comptait était de savoir qui respirait encore. Les bois d'Harrison étaient d'un silence suffocant. Émilie alluma une petite branche, réchauffant ses mains avec la flamme vacillante et enveloppa ses jambes fines dans son imperméable déchiré. À la lueur du feu, elle vit quelque chose en lui, quelque chose d'innommé, comme s'il existait entre eux une fracture invisible, un lien autrefois partagé par le sang. Il ne parla plus, se contenta de fermer les yeux et de respirer à chaque respiration. Puis, à travers le bruissement des feuilles sèches, une toux rauque et rauque vint du plus profond de sa poitrine. C'était petit mais suffisant pour rapprocher Émilie. Elle ne savait pas que lorsqu'il rouvrirait les yeux, ce ne seraient plus ceux d'une victime. Ce seraient les yeux d'un homme dont les souvenirs volés revenaient enfin. Henry Caldwell, le millionnaire que l'on croyait mort depuis longtemps, était sur le point de tout se souvenir et l'histoire ne faisait que commencer. Une toux sèche lui arracha la gorge. Il essaya de s'asseoir, mais sa tête semblait sur le point d'exploser. La lumière du jour lui piquait les yeux, comme s'il n'avait pas vu le soleil depuis une éternité. Émilie drapa sa veste déchirée sur ses épaules. Il la regarda vraiment, pour la première fois. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, il n'avait pas l'habitude de voir des gens comme Émilie. Son univers était rempli de contrats, de réunions et d'argent. Mais à présent, ses yeux ne demandaient plus d'aide. Il portait le poids d'un homme qui avait autrefois régné sur son domaine et qui s'accrochait désormais à ce qui restait de son humanité. « Quel est ton nom » demanda-t-il d'une voix tremblante mais grave. « Émilie. »« Juste Émilie. » Il hocha lentement la tête, comme s'il gravait le nom dans la partie de lui encore éveillée. C'était le seul nom qui ne s'était pas détourné avant même qu'il sache s'il était vivant ou déjà mort. Émilie était assise à côté de lui, sa curiosité ne pouvant être cachée. « Et qui es-tu ? Pourquoi as-tu été enterré vivant comme ça ?» Henry resta silencieux un moment. Une douce brise remuait les arbres, soulevant des mèches de ses cheveux gris emmêlés. Puis, avec calme et fermeté, il répondit « Je m'appelle Henry Caldwell. » Émilie se figea. Le nom lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le retrouver. Henry eut un léger sourire poussiéreux, comme quelque chose de fissuré et sec au bord de la ruine. « J'étais l'un des hommes les plus influents de l'immobilier dans le sud des États-Unis, un philanthrope millionnaire. Les journaux me surnommaient « l'homme qui a bâti des maisons pour les pauvres et un empire pour moi-même. » Mais je me suis tenu à l'écart des projecteurs et des applaudissements. C'est peut-être pour ça qu'ils ont eu si facilement le courage de m'effacer. Ses yeux s'assombrirent tandis qu'il prenait une inspiration, les souvenirs revenant à lui. Ce soir-là, je suis rentré après une réunion pour une bourse d'études. Victoria, ma femme, était dans la cuisine. Elle m'a servi un verre de vin rouge. Au début, c'était sucré. Puis, une vive douleur m'a frappé la nuque. Tout a basculé. Je me suis effondré. Et juste avant de m'évanouir, je l'ai entendu murmurer « Henry, l'amour n'a pas besoin de public. Je te garderai pour toujours. » Henry ferma les yeux. Son corps tremblait légèrement, comme si le souvenir contenait encore la température glaciale de la peur. À mon réveil, je me suis retrouvée dans cette boîte, ligotée et impuissante. On ne me maintenait en vie que grâce à une perfusion. Chaque jour, quelqu'un portant un masque entrait silencieusement, prenait mon pouls, déposait de la nourriture et disparaissait sans un mot. Le silence était étouffant. Il leva le poignet, révélant une profonde cicatrice, telle une blessure jamais vraiment cicatrisée. À l'intérieur de la boîte, une horloge était accrochée au mur, mais elle ne mesurait pas le temps ordinaire. Elle comptait à rebours, mesurant sans relâche le temps qu'il me restait à vivre. Émilie déglutit difficilement, luttant contre la tempête d'émotions qui montait dans sa gorge. Elle regarda la cicatrice et demanda doucement, « Ils t'ont enterrée vivante. Tu le penses ?» Henry répondit par un rire sec et amer, un son comme si de vieilles cendres s'effondraient. « Vous ne pouvez même pas imaginer. Quelqu'un qui vous déteste tellement, ne veut même pas votre mort pure et simple, mais veut que vous existiez uniquement pour vous voir mourir lentement, en silence.
Dehors, le vent soufflait à travers les arbres. Émilie attrapa son imperméable usé au celui qu'elle gardait toujours enroulé dans son chariot comme couverture et le serra plus fort contre lui. Elle ne savait pas vraiment qui était cet homme. Pas encore. Mais dans ses yeux fatigués et injectés de sang, sous la douleur et la déshydratation, elle reconnut une solitude qui lui ressemblait. Quelqu'un d'oublié. Quelqu'un qui n'avait jamais mérité d'exister. Cette journée s'est passée en silence. Pourtant, dans ce calme, quelque chose a changé. Le voyage pour découvrir la vérité et reconquérir la dignité d'Henry Caldwell avait commencé. À ses côtés, le chemin d'Emily Grace pour redécouvrir une vie qui lui a été volée avant même d'avoir eu la chance de la vivre. Emily ne réalisait pas que ses petits gestes, une bouteille d'eau, un regard, une simple phrase avaient fait plus que ranimer un homme. Ils avaient allumé la mèche de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors que la nuit tombait sur Harrison Woods, une histoire longtemps enfouie de survie, de trahison et de souvenirs oubliés commença enfin à se réveiller. En fin d'après-midi, les bois exhalaient ce froid familier du sud, un mélange de terre humide, de feuilles pourries et le grondement lointain des semi-remorques roulant le long de l'autoroute qui traverse la ville. Les derniers rayons du soleil filtraient à travers les arbres centenaires, projetant des étincelles de lumière sur le caddie rouillé d'Emily comme une lampe de poche balayant des secrets enfouis. Emily a attaché la tente de fortune au juste un patchwork de bâches déchirées et de bois pourri avec un morceau de corde en nylon. Elle fit doucement rouler Henry sur le côté, plaçant un oreiller fabriqué à partir d'un vieux pull sous sa tête. Sa respiration restait rauque mais régulière. La bouteille d'eau était presque vide. Les miettes de pain qu'elle avait récupérées derrière l'épicerie ne tiendraient pas la nuit. Emily savait qu'elle avait besoin d'aide. Le lendemain matin, juste après le lever du soleil, elle laissa Henry endormi et sortit sa charrette du bois. Le vent froid la frappait au visage comme un millier de rappels silencieux d'une société qui tournait le dos à des gens comme elle. Chaque pas qu'elle faisait, enfant errante, était chargé de suspicion. La petite ville s'éveillait comme toujours, des arômes de café émanaient du restaurant Down, de la vieille musique country crépitait à la radio de l'atelier. Personne ne la regardait. Personne ne posait de questions. Elle se dirigea vers la seule épicerie encore ouverte tôt, tenue par Madame Mildred Harper, une femme d'une soixantaine d'années qui appelait des pastilles contre la toux pour un homme âgé. Emily s'est approchée du comptoir et a sorti un téléphone cabossé de la poche de son manteau. L'écran était fissuré, les bords pliés. Aucun service. Pas de carte SIM. Juste une chose dessus, une vidéo enregistrée avec l'application appareil photo par défaut. Je n'ai pas Internet. Juste ça. Mais tu dois regarder, a déclaré Emily. Madame Harper leva les yeux avec précaution, puis se pencha lentement pour regarder l'écran. Un homme maigre, les yeux écarquillés et vitreux, regardait droit dans la caméra. Sa voix était rauque mais urgente. Je m'appelle Henry Caldwell. Si vous voyez ceci, Victoria Langford est. L'écran devint noir. La vidéo s'interrompit brusquement. Madame Harper se figea. Oh mon Dieu! Il m'envoyait des lettres manuscrites. Il m'a donné 50 000 $ en 2013, a-t-elle murmuré. J'ai dit que c'était juste pour empêcher votre petit magasin de sombrer dans l'obscurité. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais j'ai entendu parler de lui tout le temps. C'est ce millionnaire qui aidait les gens en silence, faisait des dons aux petites villes. J'étais l'un d'eux. Emily hocha la tête, incertaine de qui était réellement Henry, mais certaine d'une chose, elle avait sauvé un homme qui valait la peine d'être sauvé. Madame Harper a atteint le téléphone fixe et a composé le numéro. Félicia, c'est Mildred. Tu dois aller en ville. Il s'agit d'Henry Caldwell. À l'autre bout du fil, une jeune femme était assise, figée, dans une salle d'examen gratuite d'une clinique, la même femme dont la totalité des études médicales avait été financée par une bourse créée par Henry Caldwell. Le ciel est devenu gris, le vent s'est levé. De retour sur la route de la forêt, Emily ne savait pas qu'au moment où elle avait battu le record, tout un réseau de mensonges avait commencé à se dénouer, et Victoria Langford était sur le point de faire face à la seule chose qu'elle ne pourrait jamais contrôler, un enfant. Quand Henry ouvrit les yeux sur la première vraie lumière du jour qu'il avait vue depuis ce qui semblait être une éternité, il n'avait aucune idée que le monde extérieur était déjà en train de changer. Et dans ce monde, une petite fille fragile mais féroce ouvrait tranquillement la voie pour que la vérité surgisse de la terre. Félicia Tran laissa tomber son stylo. La main qui écrivait au milieu d'une phrase glissa du dossier du patient. Elle murmura un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis 6 ans, un nom qui avait autrefois ouvert la porte de sa vie entière, Henry Caldwell.
Elle lui devait bien plus qu'une carrière. Il lui avait donné la chance d'échapper à une enfance de pauvreté exiguë et de devenir médecin. C'était Henri qui avait discrètement financé la clinique gratuite où elle siégeait désormais, où des centaines de patients trop pauvres pour payer trouvaient encore un endroit où être sauvés. La nouvelle qu'Henri était vivant et retenu captif ne pouvait pas être fausse. Et si c'était vrai, Félicia savait qu'elle ne pourrait pas rester silencieuse. Ce soir-là, dans une propriété isolée à l'extérieur de la ville, Victoria Langford était assise, immobile, devant un écran. La vidéo tournait en boucle, granuleuse mais reconnaissable entre mille, Henri, amaigri et en haillons, tiré d'une caisse dans les bois par une jeune fille. Le visage de Victoria ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux clignaient trop vite, seul signe de la panique qui s'enroulait en elle comme un étau. « A-t-il dit autre chose » demanda-t-elle d'une voix froide. Son assistant secoua la tête. Victoria inspira profondément. Si Ludrek entra dans la pièce, avocat privé, amant officieux et l'homme qui nettoyait tous les dégâts que Victoria ne voulait pas toucher. Tracer la source de la vidéo. Trouver la fille. Effacer tout, a-t-elle ordonné. Et cette fois, ne la laisse pas vivre. Dans un bar près de Harrison, Lucinda Bell était assise à un coin de rue avec son ordinateur portable. Un nouvel article venait d'être publié moins d'une heure auparavant et se propageait rapidement, Henri Caldwell, philanthrope ou prédateur, se cachant à la vue de tous. Lucinda sirota son verre, ses lèvres retroussées en un sourire narquois. Elle avait déjà demandé un financement à l'association caritative d'Henri et s'était vue refuser pour avoir falsifié des documents. Depuis lors, elle le détestait, une haine imprégnée de vieilles blessures et d'orgueil meurtri. Il m'a refusé. Très bien. Voyons qui croit encore en lui après ce soir. Dans un immeuble de grande hauteur de la ville, Julian Blake, un photographe indépendant, a fouillé un vieux disque dur. Il ouvrit un dossier intitulé Caldwell il y a 6 ans. À accent grave, l'intérieur se trouvaient des photos qu'il avait prises lorsqu'il avait repéré Henri près de la lisière de Harrison Woods, l'air paniqué, déplacé. Quelques jours plus tard, Julian a eu un accident de voiture. Aucune explication, aucune suite, aucune preuve. Sa main se resserra autour de la souris au moment même où son téléphone vibra. Numéro inconnu. Une voix basse et rauque, « Si vous avez encore les photos, donnez-les-moi, sinon vous perdrez bien plus que votre réputation. » Des frissons parcoururent l'échine de Julian. Pour la première fois depuis des années, il se sentait traqué. Le lendemain matin, au cœur de la dense forêt d'Harrison Woods, Emily resserra l'imperméable usé autour du corps frêle d'Henri. Après une nuit fébrile et agitée, il s'était enfin endormi. Pendant ce temps, Emily n'avait pas fermé les yeux une seule fois. La sensation d'être observée s'accrochait à elle comme le murmure subtil de la forêt qui les entourait. Son instinct lui criait fort, le temps était compté. Sans hésitation, elle a pris une décision. Emily sprinta sur le chemin de terre sinueux en direction de la ville, se dirigeant directement vers l'ancien commissariat du shérif. En ouvrant la lourde porte en bois, elle trouva un homme d'âge moyen allongé, les pieds posés sur le bureau, les yeux rivés sur la télévision vacillante. C'était l'adjoint Carl Bridge. « Monsieur, quelqu'un a été enterré vivant dans les bois, » dit-elle à bout de souffle. « Je l'ai sorti. Il est vivant. Son nom est Henri. » Carl baissa les pieds et l'examina du regard. Vêtements sales, visage taché, pas de papier d'identité et aucun adulte n'accompagnait le garçon. « Tu as des papiers » demanda-t-il d'un ton bourru. Emily secoua la tête. « Tu as un tuteur » Un autre signe de tête. Carl haussa les épaules et esquissa un sourire narquois. « Peut-être qu'il est sénile, ou peut-être que tu te fais des idées. Beaucoup de gens se perdent dans ces bois. » Non, insista Emily. Il avait une intraveineuse. Il y avait une boîte, c'était comme un cercueil. Carl leva la main pour lui couper la parole. Il en avait assez entendu. Rentre chez toi, chérie. Ne crée pas de problème. Emily restait figée, aucune larme ne coulait, mais quelque chose au fond d'elle craquait. Personne ne la croyait. Personne n'a écouté. Elle s'est retournée et est sortie. 2 jours plus tard, à ce même bureau, Carl a coupé le son de la télévision tandis qu'un message d'information de dernière minute défilait sur l'émission du matin, Miracle ou canular ? Henri Caldwell, présumé mort, retrouvé vivant. Son visage est devenu pâle. Il y a à peine 2 jours, une petite fille était arrivée, sans adresse, sans papier, parlant d'Henri. Il l'avait ignorée. Cet après-midi-là, une épaisse enveloppe marquée
source anonyme, est mystérieusement apparu dans le tiroir de son bureau. Karl n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était ni pourquoi il était censé rester silencieux. Il sortit le bout de papier sur lequel Emily avait griffonné et envisageait de le brûler. En allumant une allumette, les flammes ont commencé à courber les bords, mais lorsque le feu a atteint le nom d'Henry Caldwell, sa main s'est figée. Quelque chose au fond de lui l'a prévenu cette fois, s'il restait silencieux, il ne perdrait pas son emploi. Il perdrait sa liberté. Si ça casse, murmura-t-il, j'irai en prison. Dans l'ombre d'Harrison Woods, une silhouette a passé un appel téléphonique discret. Ils ont été localisés, la jeune fille et le vieil homme, tous deux encore en vie. La voix à l'autre bout du fil était glaciale. Ne vous cachez plus. Commencez le travail. La chasse était officiellement commencée. Cette fois, le prédateur avait montré son visage. Sous l'épaisse canopée de la forêt d'Harrison, où tant de crimes avaient été enterrés au fil des années, il ne restait que des traces de fuite. Mais Emily n'a jamais été du genre à courir et se cacher. Elle a choisi l'action. Elle a choisi de mettre Henry en sécurité, même si personne ne la soutenait. Emily ne sait pas où vous êtes lorsque vous entendez cette histoire, peut-être dans un bus, dans une petite pièce exiguë, recroquevillée sous une couverture, dans l'espoir d'une sorte de fin à votre propre histoire. Déposez un commentaire. Qui sait? Peut-être qu'Emily est là, en train d'écouter quelque part entre les lignes. Elle ne connaît peut-être pas votre nom, mais si vous vous êtes déjà senti petit, invisible ou oublié, vous comprendrez peut-être pourquoi une fillette de 12 ans ne pouvait pas tourner le dos à un étranger dans les bois. Le lendemain matin, une lumière pâle filtrait à travers les arbres de la forêt d'Harrison, striant la fine couche de brume en doux ruban gris argenté. Emily savait qu'elle ne pouvait pas rester, pas après la nuit dernière. En silence, elle emballa l'imperméable, l'ours en peluche et la dernière bouteille d'eau. Henry dormait toujours. Elle l'a chargé dans un caddie rouillé et lui a drapé le visage d'un tissu en filet. Elle pensait que la forêt serait sa maison pour toujours, mais c'est désormais elle qui cherche un nouvel endroit où se cacher. Elle n'est pas retournée au magasin de Mildred, c'était trop évident. Au lieu de cela, elle a choisi un hangar de fournitures abandonné derrière un vieux salon de coiffure sur la 9e rue. La porte en bois était cassée mais tenait toujours bon. À l'intérieur, il faisait froid et humide, mais l'électricité fonctionnait encore. Elle déposa l'imperméable en guise de matelas et recouvrit Henry d'un vieux pull. Henry se réveilla sous la faible lueur jaune d'une ampoule fissurée au plafond. « Où sommes-nous » demanda-t-il faiblement. « Un endroit sûr, du moins pour aujourd'hui. » Elle coupa le dernier morceau de pain en deux et nettoya soigneusement la plaie puante sur son bras. Henry serra les dents sous la douleur. Emily fit même bouillir de l'eau grâce à une vieille astuce apprise lors de nuits passées dans les ruelles des zones industrielles. Elle détacha le fil d'un ventilateur cassé, le brancha sur la prise et utilisa un tissu enveloppé comme gant de fortune pour éviter les brûlures tout en soignant ses égratignures plus profondes. Henry la regarda, incrédule. « Où as-tu appris tout cela ?» il a demandé. Emily haussa légèrement les épaules. « Je ne l'ai pas fait. Quand personne ne t'aide, tu apprends à t'aider toi-même. » Elle fit une pause, puis parla plus doucement. « Il y avait des gens qui ont essayé de m'attraper à plusieurs reprises alors que je dormais sous le pont. Un gars a dit que je n'allais pas vivre longtemps. Les flics ne m'ont pas cru. Une fois, cette femme aux cheveux blonds s'est arrêtée dans une voiture noire. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais qu'ils avaient peur. Je suis toujours en vie. » Henry la regarda longuement. Il ne connaissait pas toute l'histoire, mais au fond de lui, un terrible pressentiment commençait à grandir. « Tu n'es peut-être pas médecin, Emily, mais tu as sauvé un homme mourant. Tu as déjà fait plus que la plupart des gens ne le feront jamais. » Pendant ce temps, Silas recevait la nouvelle, le camp forestier était vide. De retour au domaine, Victoria brisa son verre de vin de colère et cria « Cette fille n'a pas que de la chance. C'est une menace. » Lucinda publia son deuxième article. Karl fit l'objet d'une enquête interne. Julian reçut une deuxième menace de mort. L'ensemble du réseau de corruption commençait à se défaire, un fil pourri à la fois. De retour au hangar, Emily était assise à côté d'Henry, le dos appuyé contre le mur froid. Dehors, un SUV noir s'arrêta silencieusement. Une silhouette vêtue de gris en sortit. Pas un bruit de pas. Le jeu de cache-cache était entré dans sa phase la plus dangereuse. Dans des moments comme ceux-ci, où la survie dépend d'un seul instant, il suffit parfois d'un simple détail, une tache de rousseur, une cicatrice, une vérité.
Pour Henri, ce qu'il a vu chez Émilie n'était plus une coïncidence. Il y avait un lien plus profond que le destin lui-même, une lignée qui remontait à des années de silence et qui s'élevait maintenant pour reprendre sa voix. Dans la fraîcheur humide du vieux hangar, Henri se réveilla au faible scintillement de la lumière du plafond. Tournant la tête, il aperçut Émilie endormie dans un coin de la couverture. Ses cheveux retombaient délicatement sur son visage, ses traits fins légèrement inclinés. Un fin rayon de lumière se posa sur le bord de son œil gauche. Juste là, un grain de beauté foncé se détachait. Henri se figea. Un souvenir surgit, inattendu. Ce grain de beauté était identique à celui d'Anna. Même tache, même taille. Il se souvint de la première fois où Victoria avait rencontré Anna. Elle l'avait dit comme une prophétie, « Regarde ça, un grain de beauté juste au coin de son œil, tout comme ta première fille, celle que tu as perdue. » Comme si le destin te l'avait rendue. À l'époque, Henri avait été dépassé. Sa femme était décédée peu de temps après l'accouchement, laissant derrière elle Anna, l'enfant qu'il avait élevé, croyant de tout son cœur qu'elle était sa chair et son sang. Victoria avait accueilli Anna comme sa fille, et Henri lui en avait été reconnaissant. Il avait eu de brefs doutes, des moments où les choses n'allaient pas bien, mais la voix douce de Victoria et sa patience inébranlable avaient toujours balayé ses questions. Maintenant, dans cette faible lumière jaune, avec le visage meurtri d'Émilie reposant sous une couverture, quelque chose remua en Henri, quelque chose de profond, quelque chose de primal. Ce n'était pas seulement de la compassion. C'était une connexion honnête, muette et terriblement réelle. Il ne voulait pas réfléchir davantage, mais une partie de lui ne pouvait pas s'arrêter. Cette fille, pourquoi lui ressemble-t-elle autant? Murmura-t-il doucement. Émilie remua dans son sommeil, murmurant faiblement, « Ne me quitte pas. » Les mots frappèrent Henri comme une onde de choc, un cri venu de quelque part dans son passé, longtemps enfoui mais jamais oublié. Le lendemain matin, Henri était déjà assis quand Émilie se réveilla lentement en clignant des yeux. Dehors, le ciel était gris et lourd de silence. Puis, on frappa doucement à la porte, suivi d'une voix familière. « C'est Mildred. Je ne suis pas venu seul. » La porte s'ouvrit en grinçant et Madame Mildred entra, accompagnée d'une petite fille aux cheveux bruns bouclés, nerveuse, les yeux écarquillés, serrant la manche de son manteau. « Sarah Caldwell. Elle est venue à mon magasin hier soir, » expliqua Mildred. Elle a dit qu'elle s'était enfuie de chez elle. Elle a dit qu'elle cherchait son père. Le cœur d'Henri s'est arrêté. Sarah s'avança, puis fondit en larmes. J'ai entendu maman parler. Elle a dit qu'elle t'avait enfermé pour que personne ne sache que tu étais encore en vie. Je ne savais pas quoi faire. Mais tu me manques. Henri tomba à genoux et ouvrit les bras. Sarah se précipita vers eux, le serrant comme si elle risquait de le perdre à nouveau. Ses larmes coulèrent dans son épaule alors qu'il la serrait fort, silencieusement. Derrière eux, Émilie se tenait tranquillement à regarder. Henri ne dit rien, mais ses yeux revinrent vers Émilie, vers la taupe, vers ses yeux, vers cette attirance familière inébranlable. Et dans ce silence, il prit une décision. Se tournant vers Mildred, il dit doucement, « Je dois rester ici avec les deux filles. Pour l'instant, je dois contacter ceux qui me recherchent, mais discrètement. Personne ne doit savoir que je suis en vie. » Pas encore. Mildred hocha la tête. Elle ne posa pas de questions. Elle referma simplement la porte derrière elle, comme pour sceller le passé et ouvrir discrètement la première page d'un roman nouveau. Un voyage non seulement pour survivre, mais pour récupérer la vérité qui avait été volée. Dans la lumière pâle d'un nouveau matin, Henri savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il était temps d'affronter ce qu'il craignait. Parfois, pour vraiment savoir qui est un enfant, il faut accepter des vérités auxquelles on n'a jamais osé croire. Tôt le matin, chez Madame Mildred, la rosée s'accrochait encore aux vitres, le crépitement des toasts résonnait doucement dans la vieille cuisine. Henri était assis en silence à la table en bois, le regard fixé sur une petite fissure dans la vitre, comme s'il scrutait la fracture qui traversait sa propre mémoire. Émilie et Sarah étaient assises à proximité. Sarah serrait son ours en peluche usé pendant qu'Émilie griffonnait sans but sur un vieux journal, traçant des lignes tordues sans signification. Personne n'a parlé. C'était comme si chaque bruit avait été étouffé, laissant place à une tempête silencieuse qui n'était pas encore arrivée mais qui était déjà proche. Henri observait attentivement les deux filles. Sarah, avec ses cheveux bruns bouclés et ses yeux perçants et sensibles, était la seule enfant dont il était sûr qu'elle était la sienne. Elle ressemblait à Victoria lorsqu'elle était enfant.
Mais ses yeux s'attardèrent plus longtemps sur Émilie, pas seulement à cause de son courage, mais parce que quelque chose en elle lui semblait douloureusement familier. Un souvenir a vacillé. Anna, la petite fille qu'il avait élevée avec sa première femme, s'asseyait toujours ainsi, même posture calme, même inclinaison de la tête, mêmes yeux chargés d'une tristesse bien trop vieille pour leur âge. Puis la question lui vint, soudaine et acerbe, et si Anna n'avait jamais vraiment été son enfant? Et si la fille devant lui, celle qu'il avait abandonnée, celle qu'il avait sauvée, ou était celle qu'il était censé retrouver depuis toujours? Cette pensée lui serra la poitrine. Avait-il passé toutes ces années à vivre à côté d'un mensonge? Henri se tourna vers Mildred. « J'ai besoin d'un téléphone. » Introuvable. Pas d'enregistrement. Mildred hocha la tête. Elle a compris. Certains appels ne sont pas destinés aux opérateurs téléphoniques. Ils sont destinés au passé. Peu de temps après, elle revint avec un téléphone à clapet poussiéreux et un vieux carnet au coin jauni. Henri feuilleta les pages au nom de personnes qui lui devaient une promesse ou un souvenir. À la page 3, il s'arrêta. Luis Ortega, détective privé, comté de Boone. Il composa le numéro. La sonnerie bourdonna dans le silence. Henri serrait fermement le téléphone, les yeux fermés. Il prit une longue inspiration, comme s'il n'appelait pas seulement une personne, mais une version antérieure de lui-même. Ortega. C'est moi, Henry Caldwell. Silence. Une chaise raclée, un verre brisé en arrière-plan, puis une voix haletante, Jésus-Christ, je pensais que tu étais mort. Je suis en vie. Mais j'ai besoin de savoir ce que j'ai perdu alors que je ne l'étais pas, expliqua brièvement Henri. La fille, la boîte, le grain de beauté près de son œil, la suspicion croissante qui refuse de partir. J'ai besoin que tu m'aides à confirmer qui elle est. Ortega expira lentement. Envoyez-moi un échantillon de cheveux ou quelque chose avec son ADN. J'ai quelqu'un à l'hôpital Saint-Clair qui peut faire un test discret. Plus tard dans l'après-midi, Ortega arriva. Son manteau était maculé de poussière, sa posture était raide comme toujours, mais son regard était toujours aussi perçant. Ils étaient assis ensemble comme deux hommes qui avaient survécu à une explosion dont personne d'autre n'était au courant. J'ai retrouvé les actes de naissance originaux, a déclaré Ortega. 2 filles, Emily Grace et Anna Cordwell. Même jour, même heure, même hôpital. Il s'arrêta. Et voici la partie qui va vous secouer, le nom de la mère d'Emily dans le dossier a été écrit à la main. Le dossier d'Anna contenait le code de suivi officiel, sauf que la correspondance ADN parentale manquait. Henri resta immobile. La tasse de thé dans sa main tremblait. Ortega a sorti un petit sac Ziploc. À l'intérieur se trouvait un document original plié. Quelqu'un avait essayé d'effacer la trace, mais il l'avait trop bien nettoyé. Seule une personne ayant un accès total aux dossiers hospitaliers pourrait y parvenir. Un nom leur a traversé l'esprit en même temps, Victoria Langford Caldwell. Emily était assise à proximité, trop loin pour entendre clairement. Mais quelque chose lui fit lever les yeux. Elle se rapprocha d'Henri, tenant toujours son ours en peluche. Avant le départ d'Ortega, Henri s'approcha d'Emily, qui s'était assoupie contre le mur. Il s'agenouilla près d'elle, les mains tremblantes tandis qu'il touchait doucement ses cheveux emmêlés. Avec un soin presque sacré, il retira un poil de son vieux manteau. Il l'enveloppa dans un mouchoir propre et le glissa dans une petite enveloppe. « Ne me déteste pas pour ça », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Si les résultats te révèlent quelque chose que personne n'a jamais osé dire, au moins pour une fois, tu sauras qui tu es. » Il se leva lentement, l'enveloppe à la main. Elle était légère, mais il avait l'impression de tenir un morceau de son propre cœur. « Je suis d'accord si tu as besoin de savoir qui je suis. » Henri leva les yeux. Son regard croisa le sien. Et à cet instant, le silence entrefut plus fort que tous les cris qu'il avait jamais entendus. « Tu n'as rien à prouver, dit-elle doucement. Mais cette fois, tu mérites la vérité. » Ortega les observa tous les deux, puis se leva lentement. « Je vais faire le test, mais cela prendra quelques jours. En attendant, vous devez vous préparer. Si cela s'avère réel, Victoria ne restera pas silencieuse. » Henri hocha la tête. Il n'y avait plus aucune hésitation désormais. Dans ses yeux brûlait le feu constant d'un père, d'un homme à qui la vie avait été volée mais qui était prêt à la reprendre. Cette fois, je ne laisserai plus personne me prendre quoi que ce soit. La vérité avait déjà commencé à se répandre. Impossible de la contenir.
Ceux qui autrefois manipulaient tout dans l'ombre commençaient à montrer leur visage. Et Émilie, l'enfant qui n'avait autrefois pas de nom, était désormais au centre d'une tempête pour la justice. 2 jours plus tard, après la publication des résultats de l'ADN, les gros titres des journaux locaux et des chaînes d'information régionales ont fait la une des journaux. Henry Caldwell était vivant, ce n'est pas un canular. Les stations de radio de l'Arkansas ont été submergées d'appels, partisans, sceptiques, citoyens indignés exigeant des comptes pour les mensonges auxquels ils avaient cru autrefois. Avant la conférence de presse, Henry a contacté un vieil ami, un producteur de presse à la retraite qui a aidé à organiser l'événement au centre des médias de la ville. Ce matin-là, Henry est sorti devant un mur de caméras. Il ajusta son col. Sa voix ne tremblait pas. Ses yeux étaient fixes. « Je m'appelle Henry Caldwell, et je ne suis jamais mort. J'ai été emprisonné, trahi et enterré vivant au sein même de l'empire que j'ai bâti. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire que la vérité ne peut être enterrée à jamais. Et j'y parviendrai, dénoncer et poursuivre en justice ceux qui ont tenté de voler mon nom, ma fortune et ma fille. » La pièce fut plongée dans un silence total. Seul le bruit des obturateurs des appareils photo résonnait, tel le battement lent et assuré du retour de la justice. Au domaine de Caldwell, des agents fédéraux et la police d'État ont fait irruption dans les portes avant l'aube. Victoria Langford Caldwell a été menottée dans sa chambre, les yeux écarquillés non pas sous le choc, mais sous le poids de la prise de conscience. Elle avait toujours su que ce jour pourrait arriver. Debout à côté d'elle, Silu Drake n'opposa aucune résistance. Interrogé, il a calmement déclaré « Je parlerai. Tout. Je veux une réduction de peine. » Sans hésitation, il a conduit les agents vers 2 disques durs dissimulés derrière une fresque murale. Ces disques contenaient des enregistrements de réunions secrètes, des enregistrements de transferts financiers et des vidéos prouvant que Victoria avait organisé la captivité d'Henry. Au bureau du FBI, Daniel Voss, responsable de la communication de Caldwell Corporation, attendait la suite des événements. Il baissa la tête, résolu et serein. « J'ai des documents internes, avoua-t-il. Je sais que j'ai mal agi, mais je ne laisserai pas un enfant être enterré sous notre silence. » Pendant ce temps, Lucinda Bell, autrefois personnalité mondaine et figure de proue de l'élite de l'Arkansas, fut rapidement radiée de toutes les listes de membres en 24 heures. Les principaux médias coupèrent tout lien avec elle. Ses comptes furent suspendus sur tous les réseaux sociaux. Une déclaration officielle déclarait, en raison d'actes diffamatoires et de la diffusion de fausses informations, Lucinda Bell ne représente plus les valeurs de cette communauté. Lucinda a lu la déclaration dans un silence stupéfait, avant d'entrer en colère, de crier et de lancer son ordinateur portable à travers la pièce. Pourtant, malgré son éclat, il était trop tard pour sauver sa réputation. Au palais de justice de l'État de l'Arkansas, une audience d'urgence a été convoquée, comprenant des preuves du FBI et des témoignages. Une personnalité inattendue s'est présentée, la docteure Felicia Tran, médecin communautaire, ancienne boursière et médecin qui a supervisé les tests ADN critiques. Elle a présenté le rapport officiel de 2 échantillons, un provenant d'Emily, un de Henry montrant une correspondance génétique de 99,98%. Cependant, ce qui a encore plus choqué la salle d'audience, c'est le dossier médical original. Emily était née dans le même hôpital, le même jour et à la même heure, enregistrée sous le nom d'Anna, l'enfant qui avait vécu sa vie en tant que fille d'Henry. Les dossiers hospitaliers ont cependant révélé des signes évidents de falsification. Le docteur Tran a expliqué que le nom de la mère biologique d'Emily avait été modifié. Le dossier d'Anna ne contenait aucune preuve ADN la liant à son supposé père. Une telle manipulation n'aurait pu être réalisée que grâce à une collusion au sein de l'hôpital ou à une influence extérieure. La salle d'audience tomba dans un lourd silence. Puis, en cliquant sur la diapositive suivante, le docteur Tran a révélé une photo en gros plan, un grain de beauté sous l'œil d'Anna. Ce grain de beauté n'est pas naturel, a-t-elle déclaré fermement. Sous la surface de la peau se trouvent des traces d'encre synthétique, preuve d'un tatouage appliqué à un très jeune âge, peut-être avant que l'enfant n'ait 1 an. Des halètements résonnèrent dans toute la pièce. Le regard de Felicia se posa sur Victoria Langford. Vous n'avez pas simplement échangé 2 enfants. Vous avez créé leur ressemblance. Ce n'était pas un hasard. C'était orchestré, intentionnel et cruel. Lucinda Bell, qui se croyait un simple pion dans un complot, réalisa qu'elle aussi avait été dupée. Victoria lui avait envoyé un faux courriel lui offrant un accès temporaire à un compte professionnel secret, avec ses identifiants de connexion. Ne se doutant de rien,
Lucinda se connecta depuis son ordinateur portable personnel. Le système financier signala immédiatement la faille. Quelques minutes plus tard, une cellule de lutte contre la criminalité financière fit irruption à son déjeuner mondain et la menotta devant une douzaine de caméras de télévision. « J'avais l'autorisation. J'ai l'email de confirmation », elle a crié, mais personne ne l'a cru. Regardant les informations depuis le salon de Mildred, Henry Caldwell dit doucement, « Les méchants pensent toujours qu'ils sont les plus intelligents jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un d'encore plus méchant. » De retour au tribunal, le témoin le plus inattendu a pris la parole, Sarah Caldwell, âgée de 7 ans seulement. Sa voix était douce mais tremblante tandis qu'elle racontait ses souvenirs du domaine Caldwell, l'endroit où sa mère avait enfermé son père au sous-sol. « Maman m'a dit de ne pas y aller, mais j'ai entendu quelqu'un pleurer. J'ai pensé que papa était peut-être malade. Je ne l'ai dit à personne. » La salle d'audience était assise dans un silence stupéfait. Les jurés échangèrent des regards, aucun enfant ne pourrait inventer des détails aussi précis. Ces paroles traversent des années de mensonges comme une lame. Henry se tourna vers Emily, sans rien dire, se contentant de lui serrer la main plus fort. « Tu ne seras plus jamais oublié, » murmura-t-il. Le lendemain matin, la lumière du soleil a inondé la petite pièce du fond de la maison de Mildred. Henry était assis en silence, regardant une enveloppe scellée contenant les résultats finaux de l'ADN qu'Ortega avait apporté plus tôt dans la journée. Emily se tenait à proximité, anxieuse, tandis que Sarah s'accrochait doucement à son bras. Henry ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcoururent la page, ses mains tremblaient, ses lèvres serrées. Puis il leva les yeux, croisant les yeux d'Emily. « C'est vrai. Tu es ma fille. Tu es Emily Grace Caldwell. » Il s'est effondré, non pas de chagrin, mais de la libération écrasante d'un père qui avait enfin retrouvé la partie manquante de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Il enroula ses bras autour d'Emily. Elle se figea d'abord, puis, comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit ignorait, elle le serra en retour. C'était une véritable étreinte ou une étreinte qu'ils auraient dû partager il y a 12 ans. Cette étreinte était suffisamment chaleureuse pour que tous deux pleurent non pas de chagrin, mais parce qu'ils avaient enfin été retrouvés. Sarah se tenait à côté d'eux, souriant doucement. Il n'y avait ni jalousie, ni tristesse. Elle leur tendit la main. « Maintenant, notre famille est encore plus grande », a-t-elle déclaré. Un mois plus tard, devant la Cour suprême de l'Arkansas, les conspirateurs furent traduits en justice. Victoria Langford Caldwell, menottée, tête baissée, était accusée notamment de complot en vue d'enlèvement, de séquestration, d'usurpation d'identité d'enfant et de vol qualifié. La salle d'audience diffusa des enregistrements audio de Silu Drake, présenta des preuves visuelles recueillies par Ortega et entendit le témoignage bouleversant de la petite Sarah. Tout cela brisa la dernière ligne de défense de Victoria. Silu Drake, autrefois son avocat personnel et complice, a accepté de plaider coupable en échange d'une réduction de peine. Il a détaillé l'échange de bébés, les transactions financières et révélé la liste complète du personnel médical corrompu. Daniel Voss, responsable de la communication de la Caldwell Corporation, a remis des documents prouvant que Victoria avait ordonné la suppression des rapports internes et des plaintes des lanceurs d'alerte avant le début du procès. Lucinda Bell, autrefois figure emblématique de la philanthropie d'élite de l'Arkansas, a été exclue de tous les conseils d'administration d'organismes caritatifs et inscrite sur la liste noire des principaux médias. Lorsqu'un témoin l'a dénoncé pour avoir propagé de fausses informations et diffamé des innocents, Lucinda s'est effondrée au tribunal, hurlant, sanglotant et frappant la table de la défense, mais il était trop tard. L'adjoint Carl Bridge, ancien adjoint du shérif, a été démasqué après l'enquête sur des transactions financières suspectes. Interrogé, il n'a pas nié son implication. « Je pensais qu'elle n'était qu'une enfant des rues », a-t-il admis. Julian Blake, un photographe indépendant, s'est présenté devant le tribunal et a avoué avoir supprimé des photos d'Henry après avoir été menacé. Il baissa la tête vers Henry et Emily. « J'étais un lâche, dit-il. Mais je ne le suis plus. » Emily a commencé une nouvelle vie. Pour la première fois, elle est allée à l'école. Elle s'est assise à côté de Benji, un ancien enfant des rues qui partageait autrefois sa couverture avec elle sous les ponts, désormais adopté et pris en charge comme elle. Sarah, Emily et Benji vivaient avec Henry à la ferme Caldwell. Autrefois abandonnée, la ferme était devenue un véritable foyer. Chaque matin, Emily se réveillait non pas au son des klaxons ni au claquement de la pluie, mais au chant des coqs et à l'odeur du pain grillé. Avec Emily et un cercle proche de fidèles alliés, Henry a fondé la Fondation Grace,
une association à but non lucratif qui vient en aide aux enfants sans abri, abandonnés et victimes de la traite. Le panneau sur le portail affichait fièrement « Fondation Grèce », où chaque enfant mérite d'être appelé par son nom. Cependant, quelques semaines seulement avant le procès officiel, quelque chose a profondément ébranlé la famille Caldwell. Sarah a failli être kidnappée à l'école. Un homme étrange attendait devant les portes, tenant un sac de bonbons et une petite note disant « Pour toi ». De la part de maman. Au début, Sarah hésita, mais quelque chose en elle lui dit de reculer. Alors que l'homme s'approchait d'elle, un agent de sécurité de l'école intervint juste à temps. Les images de surveillance révélèrent plus tard que la plaque d'immatriculation appartenait à une société écran, financée par une fondation secrètement contrôlée par Victoria. Le poing d'Henri se serra de rage. Elle ne reculera devant rien, même en utilisant sa propre fille comme appât, dit-il en se tournant vers Émilie avec une détermination farouche. Personne ne peut réécrire le passé, a-t-il déclaré, mais chacun peut choisir comment le présent façonne l'avenir. Lors de cette première étreinte, Henri et Émilie ne se sont pas seulement retrouvés. Ils ont retrouvé quelque chose de bien plus grand, l'espoir. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute une génération que le monde avait tenté d'oublier. 3 mois plus tard, la Fondation Grèce ouvrait officiellement ses portes. Une couverture médiatique à l'échelle de l'État a suivi et plusieurs médias nationaux ont envoyé des journalistes. L'histoire d'Émilie, la jeune fille qui n'avait autrefois pas de nom, est devenue le symbole d'un espoir inébranlable. La cour de la ferme Caldwell était éclairée par des lumières de scène. La foule remplissait chaque espace. Henri est monté sur scène, mais les projecteurs ne se sont pas posés sur lui. Cela s'est arrêté sur Émilie. Elle portait une simple robe blanche, les cheveux soigneusement tressés, un micro à la main. Il fut un temps où je n'avais ni nom ni lieu, a-t-elle commencé. Sa voix trembla légèrement avant de se stabiliser. Mais aujourd'hui, j'ai une famille et un but. La Grèce Foundation n'est pas un endroit pour la pitié, a poursuivi Émilie. C'est un endroit où il faut recommencer, un endroit où chaque enfant a le droit d'être entendu, d'être nommé et d'être aimé. Benji et Sarah lui ont fait signe depuis le premier rang. Henri s'essuya les yeux. En coulisses, les bénévoles se sont embrassés, les larmes coulant à flots. Les flashs des appareils photo ont explosé, capturant un moment que l'Amérique n'oublierait jamais. Émilie, autrefois invisible dans les rues froides, était désormais un visage de résilience. Les écoles ont commencé à l'inviter à parler. Les organisations humanitaires ont contacté des partenaires. La presse l'a surnommée la voix des oubliés. Mais Émilie répondait toujours humblement, « Je ne suis pas une héroïne. J'ai survécu. Maintenant, je veux juste être utile. » Dans une petite maison à quelques kilomètres de la ferme, Anna, la jeune fille qui vivait autrefois sous l'identité volée d'Émilie, était désormais élevée par une famille d'accueil de confiance. Même si sa mère biologique, Victoria, purgeait une peine, Anna n'a jamais été blâmée. Elle a fréquenté l'école, a suivi une thérapie et a souvent rendu visite à Sarah et Émilie. Lors d'un pique-nique familial, Anna a demandé un jour à Henri, « Est-ce que j'ai fait une erreur ?» Henri s'agenouilla et la regarda dans les yeux. « Non, ma chérie. Tu fais partie de la vérité et tu mérites d'être aimé, non pas à cause de celui qui t'a donné naissance, mais à cause de qui tu es. » Cette nuit-là, Henri se tenait seul dans le jardin. Émilie s'approcha et lui tendit un biscuit. Elle hésita, puis parla doucement. « Papa. » Henri se tourna. Il se figea, non pas à cause du mot lui-même, mais à cause de la façon dont il sonnait. Pour la première fois, ce n'était pas « monsieur », ni la distance tranquille entre l'étranger et le sauveur. « Papa, merci de ne pas m'avoir abandonné. » Henri tomba à genoux, l'attirant plus près. Ses épaules tremblaient. Pour la première fois de sa vie, il s'est senti pardonné, non pas par des mots, mais par l'acceptation inconditionnelle d'un enfant qui n'avait autrefois rien. « Je te dois une enfance, » murmura-t-il. « Et je passerai le reste de ma vie à te la rendre chaque jour, à chaque repas, à chaque coucher. Je te le promets. » Je l'ai volé à la fête, sourit Émilie en brandissant le biscuit. Mieux que n'importe quel festin, sourit Henri. Ils étaient assis ensemble sur le porche, sans rien dire, regardant les lumières lointaines et un ciel plein d'étoiles, comme si enfin le monde leur avait fait de la place. L'amour peut se perdre, dit doucement Henri, mais il trouve toujours le chemin du retour. Émilie s'appuya contre son épaule. Il n'y a eu ni acclamation ni fanfare, seulement la brise chaude de la nuit et la paix tranquille qui ouvre la première page d'un nouveau chapitre, où la vérité,
la justice et la famille ne sont plus un luxe. 2 ans plus tard, par une matinée fraîche, Henry a conduit Sarah et Anna au centre correctionnel pour femmes de l'Arkansas. Il parlait peu, agrippant fermement le volant, les yeux fixés sur la route. Il nourrissait toujours du ressentiment envers Victoria pour l'avoir emprisonnée et lui avoir volé sa fille, mais il croyait que les filles méritaient de voir la femme qui leur avait donné naissance, de savoir qu'elle n'était jamais une erreur. Dans la salle de visite, Victoria Langford Caldwell entra, les cheveux grisonnants, vêtue d'un uniforme de prisonnier pâle. Les larmes lui montèrent aux yeux en voyant Sarah et Anna. « Je suis désolée, murmura-t-elle d'une voix rauque. De t'avoir blessé, d'avoir tout transformé en cauchemar. Elle se tourna vers Henry. « Je sais que je ne le mérite pas. Mais si tu peux, dis à Emily que je suis désolée. Elle a vécu une vie que je lui ai volée. » Henry ne répondit pas. Il posa simplement une main sur l'épaule de chaque enfant. « Allons-y, dit-il. » Des semaines plus tard, Henry emmena Emily dans un petit cimetière à la sortie de la ville. Il se tenait devant la tombe de sa première épouse, la femme bienveillante qui mourut malade avant que la vérité ne soit révélée. « Je t'ai laissé tomber, murmura-t-il. J'ai cru les mauvaises personnes et tu es mort avec ton nom enterré à côté de toi. Mais Emily est à la maison maintenant et je l'aimerai pour nous deux. » Emily déposa délicatement une fleur blanche sur la pierre tombale. Ses yeux brillèrent. « Je suis désolé d'être arrivé en retard, maman, mais je suis là maintenant. » 15 ans plus tard, la Grace Foundation était devenue l'une des plus grandes organisations à but non lucratif d'Amérique. Chaque année, des milliers d'enfants sans abri ont été secourus et des centaines de familles réunies. Henry, désormais l'un des philanthropes les plus respectés du pays, n'était plus connu pour sa richesse, mais pour son cœur. Emily, une jeune femme calme et intelligente, a officiellement repris la fondation. Elle était assise dans le même bureau que son père utilisait autrefois, mais rien n'avait changé. La photo de leur étreinte lors de la soirée d'ouverture était toujours accrochée au mur. Benji est devenu responsable de la communication. Sarah s'est spécialisée en psychologie de l'enfant. Ils n'étaient pas seulement une famille, ils étaient des survivants, guéris par l'amour, liés par le courage et renforcés par le pardon. Chaque année, à l'anniversaire du jour où Emily a trouvé cette boîte dans les bois, ils se réunissaient et allumaient une seule bougie pour se souvenir. L'amour peut perdre son chemin, mais il trouve toujours un chemin vers la maison. Si vous vous êtes déjà senti oublié, si personne n'a jamais prononcé votre nom ou si vous pensiez que votre histoire ne valait pas la peine d'être racontée, croyez ceci, la guérison commence par un petit pas. Et peut-être, juste peut-être, que vous êtes la lumière de quelqu'un, tout comme Emily était celle d'Henry. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un, quelque part, attend toujours d'être vu, secouru, aimé. Le monde se calme, mais le passé ne s'est pas refermé. Car à chaque vérité révélée, une ombre longtemps cachée réclame sa place dans la lumière. Cette fois, Emily devra faire face à quelque chose de plus grand qu'elle-même, un système d'identité volé qui se cache à la vue de tous depuis des décennies. Une nuit d'hiver, le vent soufflait des monts Ozarks, mordant la peau et le silence. La ferme de la Grace Foundation restait immobile, comme endormie. Mais juste au-delà de la porte, un homme portant une veste en cuir usé et un bonnet en tricot tiré bas se tenait tranquillement dans l'ombre. Son nom était Mason Drake, frère cadet de Silu Drake. Il y a plus de 10 ans, Mason était spécialiste principal de la sécurité chez Caldwell Corporation, puis avait disparu sans laisser de traces après l'arrestation de Silu. Personne ne savait que Mason avait été le premier à avertir Victoria du risque que représentait Emily. C'était Mason qui était entré par effraction dans l'orphelinat il y a des années, avait volé les dossiers originaux d'Emily et avait mis en scène le faux accident qui avait effacé son identité. Maintenant, il était revenu, non pas pour enterrer le passé, mais pour y remédier. Il portait plus qu'un simple sac de documents. Il portait le poids de tout ce qu'il avait tenté d'oublier. Une cicatrice pâle marquait encore son poignet gauche, rappelant la dernière fois où il avait défié Victoria et avait été exclu du soi-disant projet de lignée. Il avait passé des années à vivre en dehors du réseau, à errer dans des refuges pour réfugiés, à travailler comme agent de sécurité de nuit près de la frontière mexicaine. Emily, seule cette nuit-là dans la salle des archives, examinait les dossiers non résolus de la dernière campagne de la Fondation, Project Find Me, une nouvelle initiative visant à aider les enfants victimes de trafic, perdus ou échangés à retrouver leur véritable identité. Elle ne savait pas que juste devant la porte, un homme se tenait debout, tenant les dernières bribes de vérité sur elle et sur d'autres comme elle. Benji a repéré Mason en vérifiant le flux de sécurité. Au lieu d'appeler la police,
il a amené Mason à l'intérieur sous surveillance. Dans la salle de réunion, Mason restait assis, les mains jointes. Sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux étaient rouges. « Je ne suis pas ici pour demander pardon », a-t-il déclaré. « Je suis ici parce que je ne peux pas laisser cela se reproduire. » Emily était assise dans un silence stupéfait pendant que Mason sortait un papier plié de son manteau, une copie manuscrite du journal personnel de l'infirmière Rosemary, la femme qui avait autrefois pris soin d'Emily et d'Anna lorsqu'elles étaient nouveau-nées. Il a également apporté des cassettes, d'anciens enregistrements de conversations entre Silas, Victoria et le personnel hospitalier de haut rang d'un établissement privé de Little Rock. Sur une cassette, la voix de Victoria résonnait clairement, « Faites-le comme prévu. Celle qui aura le grain de beauté sera Anna. L'autre, nous effacerons son nom. » Henry fut immédiatement alerté. Il appela Ortega, Felicia et une équipe juridique pour vérifier les preuves. Simultanément, les premières copies furent envoyées au FBI. L'une d'elles révéla une voix jusque-là inconnue, celle de Leonard Gresham, président du conseil d'administration de l'hôpital l'année du transfert. Son nom avait été évoqué lors de conflits internes avant la vente de l'hôpital. Le témoignage de Mason a profondément secoué les médias. La presse a qualifié l'affaire de plus grande fraude à l'identité de l'histoire de l'Arkansas. Des dizaines de parents dont les enfants étaient nés la même année qu'Emily ont contacté la Fondation Grace, désespérés de découvrir la vérité. Emily et son équipe ont lancé le projet Emily, baptisé non seulement en son honneur, mais aussi parce que son nom avait été volé, il était devenu pour beaucoup un symbole de reconquête identitaire. Ils ont collecté des échantillons d'ADN, recréé d'anciens plans d'hôpital et vérifié chaque document falsifié. En 6 mois, la Fondation Grace a réuni 18 enfants avec leur famille biologique. Parmi eux se trouvait un garçon élevé par une organisation secrète se faisant passer pour une organisation caritative. Il avait été contraint de changer de nom et n'avait jamais vu de photo de sa mère biologique. Emily s'est rendue personnellement au domicile de Lorraine Jamson. Lorraine, une femme de presque 60 ans, vivait seule, avec une photo décolorée de son fils disparu en 2011 toujours accrochée à la porte. Lorsque Lorraine l'ouvrit et vit Emily debout à côté du garçon, elle recula, les yeux embués de larmes. Puis, sans un mot, elle se mit à pleurer. Le garçon hésita, incertain. « Je ne suis pas sûr », a-t-il admis, mais Miss Emily a dit doucement alors que Lorraine l'entourait de ses bras, « Vous n'avez pas besoin d'en être sûr. Je sais que vous êtes à moi. » Ces retrouvailles ont attiré l'attention des médias internationaux. Une station de radio au Royaume-Uni a invité Emily pour une interview en direct. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle dirait à ceux qui pensaient qu'un enfant des rues ne pouvait rien changer, elle a calmement répondu, « Parfois, pour changer le monde, il suffit d'une seule personne qui refuse de se détourner de la vérité. » Cette nuit-là, quand Emily a mis la main sur le dossier final, elle n'était plus l'enfant qui n'avait autrefois pas de nom. Elle était devenue un symbole, la dernière voix de ceux qui n'avaient jamais été entendus. À l'intérieur de la Fondation Grace, Emily a installé une grande plaque en bois gravée avec les mots « Chaque dossier est une personne réelle. N'oubliez jamais. » Mais plus il découvrait de noms, plus elle était hantée. Combien d'enfants étaient encore là, échangés et perdus? Combien de Victoria n'avaient pas encore été démasqués? Une nuit, elle se réveilla d'un rêve, de retour à l'orphelinat, berceau vide, badge déformé et dossier à moitié brûlé. En ouvrant les yeux, elle prit une décision, lancer une enquête indépendante de grande envergure. Elle commença à collaborer directement avec les forces de l'ordre fédéral et les centres médico-légaux civils à travers le pays. Henry s'inquiétait pour elle. « Ma chérie, tu ne peux pas sauver le monde tout seul », prévint-il. Emily lui prit fermement la main et répondit, « Je sais, mais si je n'essaie pas, un autre enfant risque de finir enterré dans les bois. » La Grace Foundation a ouvert 3 nouvelles succursales, dans le Missouri, l'Oklahoma et la Louisiane. Chaque succursale comptait au moins un enfant qu'Emily avait déjà aidé à sauver. Désormais adultes, ces jeunes adultes étaient revenus, se portant volontaires pour aider les autres. Beaucoup ont profondément souffert du vol de leur identité, mais se tiennent désormais devant la foule, partageant leur voyage, non pas en tant que victime, mais en tant que survivant. Benji devient directeur de la communication. Sarah, après avoir obtenu son diplôme en psychologie infantile, est revenue en tant que directrice du rétablissement après un traumatisme. Elle a lancé un programme intitulé Healing Through Truth, qui enseigne aux enfants comment reconnaître, affronter et traiter les traumatismes liés à l'identité. Emily a gardé son modeste bureau inchangé. Les universités l'invitaient souvent à prendre la parole,
mais elle se réservait une journée par semaine uniquement pour lire les lettres manuscrites d'enfants de tout le pays. Une lettre l'a émue aux larmes. Elle disait « Je m'appelle Lily. J'ignore qui sont mes parents, mais s'il existe quelqu'un comme vous, mademoiselle Émilie, j'attendrai. J'attendrai que quelqu'un vienne me trouver. » Émilie répondit chaleureusement « Chère Lily, certains enfants naissent dans la boue, mais ce ne sont que des graines de fleurs, et un jour, moi ou quelqu'un comme moi viendra. Promis. » Ortega a exhumé une page du vieux journal de l'infirmière Rosemary, qui s'était autrefois opposée au projet d'échange de bébés. Bien qu'elle soit décédée d'une insuffisance cardiaque, un carnet restait dans son tiroir. La dernière ligne disait « Je n'ai pas pu sauver Émilie, mais je crois qu'un jour elle se sauvera elle-même, et elle sauvera aussi les autres. » Émilie a placé le journal dans une vitrine à l'entrée de la Grace Foundation. En dessous, elle a écrit une seule ligne à la main « La mémoire ne meurt pas. Elle attend juste d'être nommée. » Autrefois enterrée, maintenant nommée. Émilie était devenue un phare pour des centaines d'enfants. Lors du 10e anniversaire de la Grace Foundation, Henry est monté sur scène. En regardant Émilie, il a déclaré « Une fois, j'ai perdu un empire parce que je faisais confiance à la mauvaise personne. Mais parce que j'ai fait confiance à un enfant, j'ai tout récupéré. » La salle a été ovationnée. Émilie n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle sourit, comme si chaque cicatrice qu'elle portait s'était transformée en quelque chose qui pouvait guérir les autres. Parce que parfois, la seule façon de vraiment guérir est d'aider quelqu'un d'autre à se retrouver. 7 ans après la condamnation de Victoria et l'expansion internationale de la Grace Foundation, Émilie a reçu une lettre inattendue. Il n'y avait pas d'adresse de retour, enfermée dans une enveloppe marron usée, son encre pâlit. L'écriture inclinée et ferme l'arrêta froidement. Cela ressemblait à la signature du dossier d'hôpital de sa mère biologique. Émilie Grace, si tu lis ceci, je ne suis peut-être plus en vie, mais si tu es toujours là-bas, tu mérites de connaître la vérité. J'ai essayé de te garder, mais ils t'ont emmené dans la nuit. Cette année-là, j'ai été menacé de mort si je parlais. Je n'étais pas assez fort pour te protéger. S'il te plaît, va dans la cabine 15, Rosefield, Missouri. Tout ce dont tu as besoin est là. Émilie resta figée pendant des heures. La lettre resta sur son bureau, telle la pulsation d'un souvenir jamais formé. Elle décida de ne pas partir seule. Ortega, désormais à la retraite, accepta de l'accompagner. Rosefield était une petite ville isolée où le GPS était devenu muet et la réception cellulaire coupée. La cabane 15 était presque abandonnée, son toit était pentu et sa peinture s'écaillait. À l'intérieur, sous le lit, Ortega trouva une petite boîte en bois fermée par un code. Émilie tapa 3 lettres, EMI. Le message s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvait un journal, des pages manuscrites tachées d'eau. On pouvait y lire « Le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais vu. On disait que tu avais besoin d'examens médicaux. Mais 4 jours ont passé, et ils ne t'ont jamais ramené. Je me suis déconnecté. J'ai cherché partout. Mais tous mes documents avaient disparu. Je n'avais ni argent, ni pouvoir. Seulement la conviction qu'un jour tu retrouverais le chemin de la maison. » Émilie ferma le journal, les mains tremblantes. Ortega posa la main sur son épaule. « Un morceau de ton passé vient de parler, » dit-il doucement. De retour à la Fondation Grace, Émilie est restée silencieuse pendant des jours. Puis elle a rassemblé son équipe d'enquêteurs, rouvert les dossiers et lancé une nouvelle initiative, le projet Nom de la mère, visant à restaurer les informations sur la mère biologique effacées des dossiers hospitaliers. Au cours des 20 dernières années, Sarah, aujourd'hui à la fois directrice et responsable de la recherche, a pris le dessus. Lors d'une réunion, elle a expliqué « Nous avons identifié 47 cas où des mères adoptives ont été faussement répertoriées comme mères biologiques. 15 d'entre elles correspondent au schéma frauduleux lié à Victoria. » Émilie serra fermement son stylo. Nous pensions que Victoria était le cerveau. Mais s'il s'agit d'un réseau, alors nous n'avons coupé qu'une branche. Nous n'avons pas touché la racine. Une enquête nationale a été ouverte. Bien que retraité, Ortega est revenu en tant que conseiller honoraire. Sarah et Benji ont créé une division de récupération de données, axée sur la restauration des dossiers hospitaliers supprimés et la récupération de documents papiers rares. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Un ancien groupe de recherche médicale, Nova Genesis, avait opéré secrètement sous couvert d'études génétiques. Il s'était associé à des réseaux d'échange d'enfants dans plusieurs États. Dans d'anciennes archives du Kansas,
Sarah a trouvé un enregistrement d'une réunion de 2006. La voix de Leonard Gresham était indubitable, tout comme celle d'une femme, identifiée comme l'ancienne directrice financière du Rosefield Medical Center. Elle a murmuré, « Tant qu'ils ne le savent pas, nous pouvons transformer n'importe quel enfant en celui que nous voulons. Tant que la taupe a raison et que les papiers sont vierges. » Emily s'est effondrée en l'entendant. Chaque cellule de son corps lui rappelait ce matin-là à Harrison Woods, agenouillée à côté de la boîte qui la contenait. Ce n'était pas seulement elle. Il y en avait des centaines d'autres. La Fondation Grace, autrefois une modeste association à but non lucratif, est devenue la première organisation américaine à proposer la comparaison de l'identité nationale par ADN pour les enfants sans papier. Le Congrès a invité Emily à témoigner. Dans son discours, elle a déclaré « Nous avons besoin de lois pour démanteler les réseaux comme Nova Genesis. Mais surtout, n'oublions pas qu'un enfant sans papier, sans nom, reste un enfant et a le droit de vivre comme il est. » L'Assemblée s'est levée pour une ovation. Législateurs, militants et parents ont essuyé leurs larmes. Henry, désormais aux cheveux argentés, se tenait dans les coulisses, les yeux humides. « Ma fille, elle a accompli plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. » Mason Drake a été honoré en tant que lanceur d'alerte. Ortega est retourné dans les montagnes avec sa femme, mais avant de partir, il a dit à Emily, « Tu n'as pas seulement récupéré ton nom. Tu as forcé le monde à regarder là où il détournait autrefois le regard. » Emily savait que le voyage n'était pas terminé. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Chaque enfant qu'elle a sauvé, chaque histoire qu'elle a restaurée était une autre flamme. Ensemble, ils ont éclairé le chemin du retour vers l'humanité. Lorsqu'on lui a demandé si elle s'était déjà sentie fatiguée, Emily souriait toujours. Tant qu'on appelle un enfant par un mauvais nom, je n'ai pas fini. Chaque histoire doit se terminer un jour. Mais lorsqu'une fin devient le début de l'espoir de quelqu'un d'autre, ce n'est plus seulement une conclusion. C'est un héritage vivant et Emily en a laissé un au monde entier. 2 ans après le démantèlement de Nova Genesis et l'adoption par le Congrès américain de la loi sur la protection de l'identité des enfants, Emily se tenait devant un établissement nouvellement construit à la périphérie de Washington D.C., le siège officiel du Grace Alliance Network, né des racines de la Grace Foundation. Le bâtiment a été financé grâce aux dons de plus de 1,7 million de personnes. Chacune d'entre elles avait bénéficié d'une aide d'Emily ou de son organisation, par une brique, un mot de remerciement ou simplement une lettre manuscrite. Ce soir-là, Emily organisa un rassemblement en pas de presse, pas de caméra, juste un cercle discret de personnes autrefois des dossiers perdus, devenues militantes, médecins, enseignantes et avocates. Elles l'entourèrent de solidarité, un espace où chacun avait le droit de partager son histoire, alors que chaque histoire était autrefois restée anonyme. Henry, désormais frêle et en fauteuil roulant, était là aussi. Il resta silencieux une bonne partie de la nuit jusqu'à ce qu'Emily s'agenouille à côté de lui et pose une main sur son épaule. Il la regarda et dit doucement, « J'ai cru bâtir un empire, mais toi, tu as bâti un monde où il fait bon vivre. » Emily baissa la tête et lui prit la main. « J'essaie juste de récupérer les noms volés. » Cette nuit-là, Emily est retournée dans son ancienne chambre dans la ferme d'origine de la Grace Foundation, l'endroit où tout a commencé. Elle ouvrit un tiroir et en sortit son ours en peluche borgne, le même qu'elle avait emporté dans les bois. Elle l'a placé sur son bureau à côté d'une photo en noir et blanc d'elle et Henry s'embrassant lors de la cérémonie d'ouverture de la première fondation Grace. Un peu plus tard, Sarah et Benji la rejoignirent. Ils étaient assis tranquillement, regardant les champs sombres à l'extérieur, où la seule lumière provenait d'une petite lampe au-dessus de la porte, toujours laissée allumée comme une promesse. Personne ne sera plus jamais perdu. Penses-tu qu'on est allé aussi loin que possible? Demanda Benji. Emily sourit et secoua la tête. Non. Mais je ne marche plus seule. Dehors, un bus s'est arrêté. Une jeune fille aux cheveux bouclés et au sac en tissu en lambeaux en descendit. Elle regarda le panneau Grace Foundation, puis se tourna vers le chauffeur. J'ai entendu dire que quelqu'un ici était comme moi. Le chauffeur fit un signe de tête vers la maison illuminée. Elle est toujours là, elle attend toujours. Comme un parfait et silencieux cycle du destin, Emily ouvrit la porte. Son regard croisa celui de la jeune fille. Pas de promesse, pas de présentation, juste un hochement de tête et un accueil silencieux. Vous êtes au bon endroit. Chaque voyage doit se terminer un jour. Mais parfois, la fin d'un chemin devient le début d'un autre ou une vie enfin appelée par son vrai nom. Avant de terminer cette histoire, rappelez-vous, le monde n'a pas été construit par des personnes parfaites.
il a été construit par des gens ordinaires qui ont choisi de ne pas rester silencieux, qui ont choisi de croire en ce qui est juste, même si personne d'autre ne le faisait. Émilie n'avait pas de super pouvoir. On ne lui avait pas donné de force. Elle avait seulement la conviction qu'une main tendue au bon moment peut sauver une vie, et qu'une voix honnête peut faire tomber tout un système fondé sur le mensonge. Elle croyait en son choix, même lorsqu'elle était seule. Alors, si vous vous êtes déjà senti trop petit pour faire la différence, souvenez-vous qu'Émilie était autrefois une simple sans-abri. Mais parce qu'elle a osé croire en la vérité, elle est devenue une lumière pour des milliers de personnes. Le monde aura toujours besoin de plus de gentillesse, de plus de gens qui ne détournent pas le regard lorsqu'ils constatent l'injustice. Et si quelque chose en vous a bougé en lisant cette histoire, alors peut-être, juste peut-être, vous êtes la prochaine personne qui apportera la lumière à quelqu'un d'autre. Croyez en la bonté. Croyez en la vérité. Et surtout, soyez courageux comme Émilie. Vous n'êtes pas obligé d'être un héros. Il suffit de refuser de se détourner lorsque quelqu'un a besoin d'être vu, d'être appelé par son nom, d'être aimé comme un être humain qui compte. Si une histoire peut changer notre façon de voir la vie, la justice et l'amour, c'est bien celle-là. Et Emily Grace Caldwell, une enfant autrefois oubliée, a prouvé cette vérité. Ceux qui osent nommer ce qui est vrai ne sont jamais oubliés. Merci d'avoir accompagné Emily jusqu'au bout. Et avant de quitter cette histoire, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. J'espère que tu vas bien physiquement et émotionnellement. J'espère que tu mangeras un repas chaud ce soir. J'espère que tu dors profondément. Et j'espère que vous savez que vous êtes toujours digne d'amour, même les jours où vous avez l'impression que personne ne vous regarde. Si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, laissez-moi le dire. Tu comptes.